Je vais commencer par un code, parce que c'est comme ça que tout commence. CN7. Officiellement, ce code ne signifie rien. Il n'apparaît dans aucun manuel, dans aucun protocole public. Il n'est jamais expliqué. Pourtant, on le retrouve partout, en bas de page, à côté de signatures médicales, sur des bordereaux logistiques, toujours au même endroit. Et chaque fois que quelqu'un pose la question, le code disparaît. Mais la personne, elle, ne revient jamais. Le dossier 003 ne parle pas de disparition. Il parle de continuité. Ce dossier n'a pas de titre officiel. Il n'a pas de date de création et il n'a pas de signature, ce qui est inhabituel. Dans les archives nocturnes, même les erreurs ont un auteur, même les rumeurs ont une origine. Celui-ci, non. Je ne l'ai pas reçu officiellement. Je l'ai retrouvé cité en bas de page, puis dans une annexe, puis dans une note interne sans auteur, comme un mot qu'on rature mais qu'on continue d'écrire malgré soi. Il n'était jamais le dossier principal, toujours un renvoi, un voir aussi, et chaque fois que je suivais la référence, je tombais sur du vide. Pas un manque de données, une absence structurée et volontaire. La seule constante est une mention manuscrite, retrouvée sur plusieurs documents distincts. Ne pas investiguer au-delà de ce point. Au début, j'ai cru à une consigne de prudence. Puis j'ai compris que ce n'était pas un avertissement. C'était un réflexe. Le dossier porte un nom officieux. Il n'apparaît jamais en couverture, mais il revient dans les marges. La société nocturne. La première trace nette, un procès-verbal. Et il commence ainsi. Espagne, Valence, début d'hiver 2018, une plainte est déposée un mardi matin dans un commissariat de secteur. Pas d'urgence, pas de cri. L'homme explique qu'il vient voir sa grand-mère chaque semaine à sa maison médicalisée. Mais le lundi précédent, l'appartement était vide, pas rangé, ni saccagé, simplement vide de toute personne. Il appelle l'établissement. On lui répond qu'elle est présente au registre et qu'aucune alerte n'a été déclenchée. Il appelle la police. Extrait du rapport d'intervention. On s'est rendu sur place. L'appartement n'était pas fermé, mais personne se trouvait à l'intérieur et aucune trace d'effraction constatée. Une tasse tiède est encore sur la table et la radio est allumée. Contrôle de la chambre, tout semble en ordre. Le lit est fait comme si personne n'avait dormi dedans. Et dans l'armoire, tous les vêtements sont là. Les policiers enquêtent, interrogent les proches, mais rien n'a signalé. Ils vérifient les caméras, les entrées, le registre, les sorties. Personne n'a signé. L'homme appelle alors l'hôpital. On lui répond que sa grand-mère n'est admise dans aucun service. Il appelle la mairie. On lui répond que l'état civil est à jour. Il appelle la caisse de retraite. Il apprend que les versements continuent. Quand il demande où se trouve sa grand-mère, personne ne répond à la même question. Mais tout le monde répond. Ce n'est pas que les proches ne s'inquiètent pas, c'est que le système leur montre, noir sur blanc, que tout est conforme. Et dans un dossier conforme, il n'y a rien à chercher. Une absence qui, sur le papier, fonctionne. À ce stade, une question simple s'impose. Comment quelqu'un peut-il continuer d'exister partout sans exister nulle part? Chaque vérification confirme la même chose. Le dossier est pourtant actif. Les paiements sont réguliers. Un suivi est noté. Comme si quelqu'un s'occupait encore de tout pour que tout semble normal.
RAS sur site. La résidente est présente au registre. Aucun signe de fugue. Faute d'éléments pénals, l'affaire est classée. Un cas isolé ne prouve rien. Il faut vérifier si l'anomalie se répète. Les premières correspondances apparaissent dans des registres médicaux. Toujours les mêmes mots. Situation stabilisée. Aucune évolution notable. À force, le mot cesse de rassurer. À ce stade, une autre question s'impose. Pourquoi les mêmes formulations? Et pourquoi tout s'arrête au même moment? J'ai commencé à croiser les sources. Non pour trouver des preuves, mais pour voir si le silence avait la même forme ailleurs. Roumanie, Italie, Espagne, France. Des pays différents, des systèmes différents. Mais la même absence. Et encore cette note. Ne pas investiguer au-delà de ce point. À ce moment-là, il était encore possible de penser à une anomalie locale. Un dossier mal classé, une erreur isolée. C'est en cherchant un premier cas concret que l'enquête a réellement commencé. Le premier cas documenté remonte à juillet 1993. Provient d'un centre hospitalier situé à la périphérie de Cluj-Napoca, en Roumanie. Bâtiment ancien, ailes partiellement rénovées. Certaines d'entre elles n'apparaissent même plus sur les plans récents. Les archives portent l'en-tête de la direction de la santé du Județ de Cluj. Mais plusieurs pages ne correspondent à aucun format utilisé après 1998. Une note apparaît sur une copie ancienne. Incident V01. Contamination comportementale. La page suivante a été arrachée, mais le code est resté. Un patient, 56 ans, ancien ingénieur. Pathologie sanguine chronique, suivi long, épuisant. Le dossier indique une stabilisation progressive. Puis, plus rien. Pas de décès, pas de sortie. Il est toujours noté comme « prise en charge », mais aucune consultation directe après une certaine date. Un détail revient. Même nom, même signature, pas semblable, identique. Comme si le temps n'avait pas de prise. La même courbe, la même pression au stylo, à 6 ans d'écart. Une note de bas de page, CN7, continuité nocturne. Puis la note est rayée sur les copies suivantes. Sur plusieurs dossiers similaires, tous classés stables. Un détail n'apparaît qu'en marge des dossiers. Les bilans sanguins sont inhabituels, pas pathologiques, excédentaires. Les volumes prélevés excèdent les protocoles médicaux standards, sans justification écrite, comme si la question ne se posait même plus. Le cas roumain aurait pu rester unique, mais certains détails ne correspondaient pas à un fonctionnement local. C'est en recoupant ces éléments que le second dossier est apparu. Italie, 3 ans après, le cas est rattaché à une clinique privée située à la sortie de Brescia, le long de la SS11. Un établissement réputé, spécialisé dans les suivis longs. La chambre concernée se trouve au 3e étage, dans une aile réservée aux patients non communicants. Sur une porte, aile nocturne. En dessous, protocole N3. Accès, personnel habilité. Horaire, 22h à 4h. Cette aile n'apparaît plus dans les brochures récentes. La patiente n'est pas morte. Elle ne sort pas. Mais la chambre reste occupée. Mais personne ne la voit. Des rideaux occultants partout. Le lit était défait. Comme si quelqu'un venait et repartait. On nous a dit qu'elle était toujours là. Les registres continuent d'être mis à jour normalement, sans examen, sans visite. Mais la présence est tenue, comme un état qu'on entretient. Les livraisons, en revanche, sont précisément documentées.
toujours de nuit. Les livraisons ne sont pas listées comme matériel médical. Elles sont listées comme consommables. Et les volumes dépassent ce qu'un service classique peut absorber. Mais jamais contrôlés non plus. À partir de quand une présence sans interaction cesse-t-elle d'être normale? À partir de là, la piste médicale montrait ses limites. Les corps n'expliquaient pas tout. Il a fallu suivre ce que les documents laissaient derrière eux. Suivre cette trace ne signifiait plus les lire. Il fallait regarder ce qu'ils ne montraient plus. Dans plusieurs dossiers, une même mention revenait. Elle technique. Jamais décrite, jamais photographiée, simplement citée. Et encore une fois, CN7. En recoupant les plans anciens avec les versions actuelles, un détail apparaît. Des zones ont été supprimées, pas condamnées, retirées. Des escaliers qui ne mènent plus nulle part, des niveaux sans numéro, des accès de services qui cessent d'exister sur le papier, mais pas dans les bâtiments. Ce n'était pas une erreur d'archivage, c'était une correction. Autre cas, un contrat espagnol a été enregistré dans un cabinet notarial du quartier de Sarria, à Barcelone. Un cabinet ancien, fondé avant la guerre civile. Le registre présente une pagination continue, mais plusieurs actes intermédiaires ont été remplacés par des feuillets vierges. Le contrat est signé après l'absence constatée. Les signatures sont conformes. La continuité juridique est maintenue. Restait à comprendre comment cette continuité était acceptée. Autre point d'intérêt, dans un acte français, un libellé revient. Procédure de déliaison. Comme si on détachait quelqu'un de sa propre vie. Dernier cas répertorié, quelques années après, en France, le dossier familial fait référence à une commune située au sud du Puy-de-Dôme, à proximité d'Issoire. Une zone rurale, peu peuplée, où certaines lignées apparaissent dans les registres depuis le XIXe siècle. Tous les actes de décès sont présents, mais certains actes de retrait ne correspondent à aucune catégorie légale connue. Nous avons toujours fait ainsi, nous disait-on. C'est à ce moment-là que l'enquête a quitté les archives et a commencé à déranger. En recoupant les dossiers, les mêmes phrases reviennent, parfois mot pour mot, dans des pays différents. Les dates ne coïncident pas, mais les conclusions, oui. Comme si la conclusion précédait l'observation. Prévision conforme. La note disparaît ensuite. La mise à jour reste. Si le système anticipe, alors qui décide encore? À ce point de l'enquête, les dossiers suffisent. Mais ils ne parlent pas. Il faut entendre ceux qui rendent ces décisions possibles. C'est pour cela que quelques auditions de routine sont tout de même menées. Ces auditions commencèrent par un des médecins en charge des dossiers. Question. Quand avez-vous vu le patient pour la dernière fois? Réponse. Lors du dernier contrôle prévu. Question. Pouvez-vous préciser la date? Réponse. Elle figure dans le dossier. Question. Comment était l'état de santé de votre patient? Réponse. Les constantes étaient stables. Aucune dégradation observée. Question. Depuis quand le patient n'est-il plus visible? Réponse. Visible comment? Question. On veut dire physiquement présent. Réponse. Ce n'est plus une question médicale. Question. Où se trouve le patient aujourd'hui? Réponse. Il est pris en charge. Toutes les réponses sont fermes et légalement blindées. Aucune ne permet une mesure coercitive. Tout est formulé pour être irréprochable. Assez précis pour fermer le dossier. Assez flou pour empêcher toute suite.
Mais comment prouver une disparition quand tout indique le contraire? Puis c'est au tour d'un des avocats d'être convoqué. Non comme suspect, comme garant juridique. Question. Êtes-vous le dernier à avoir vu la personne disparue? Réponse. Je l'ai assisté juridiquement. Question. Savez-vous où elle se trouve? Réponse. Ce n'est pas une information que je détiens. L'avocat semble sincère. Il ne dit simplement rien qui puisse être poursuivi. Dans plusieurs dossiers similaires, une femme plus âgée, issue de la famille du disparu, est entendue. Elle n'est pas hostile. Elle est calme. Question. Quand avez-vous vu votre proche pour la dernière fois? Réponse. Avant que ce soit réglé. Question. Comment ça réglé? Réponse. Réglé comme c'était prévu. Ce n'est ni un aveu, ni un refus de coopérer, mais c'est une phrase qui ferme toutes les portes. À force de recouper les dossiers, le problème n'est plus que les informations manquent, mais qu'elles aient été retirées ou volontairement tues. Exactement ce qu'il faut pour empêcher une conclusion. Dans ces dossiers, les seuls à protester ne sont pas des membres des familles. Ils arrivent souvent après, quand tout est déjà acté. À ce stade, certains ont prononcé un mot, puis l'ont retiré. Leur parole est recevable, mais elle arrive trop tard. Et si la loi n'était pas violée, mais utilisée exactement comme prévu? À partir de là, il n'était plus possible de parler uniquement de faits. Quelque chose dans le dossier semblait déjà nous attendre. Dans plusieurs cas, un même schéma apparaît avant la disparition. Un contact discret. Il existe très peu de traces de ce contact et les pistes menant à lui sont très minces. En général, il se présente à la famille, jamais comme une autorité, plutôt comme une aide. Une espèce de recruteur dont on ne sait rien de lui et qui reste introuvable. Hormis quelques apparitions floues, très soudaines sur des caméras de surveillance et jamais en plein jour. Il ne parlait jamais de recrutement. Il parlait d'options. Les témoins décrivent la même chose. Un homme calme, toujours bien habillé, jamais pressant et toujours à distance des néons. Il dit « Vous n'êtes pas obligé de décider aujourd'hui. On peut faire ça proprement. Vos dettes seront remboursées. » Il préfère les profils calmes. Puis, presque toujours, la même question. Vous supportez encore la lumière? Et quand il laisse une carte, elle n'a pas de logo, juste un numéro, qui sonne, puis s'éteint. Et puis il y a eu un cas qui n'a pas suivi la règle. Un corps, trouvé dans une aile condamnée d'un établissement de long séjour. Pas de lutte, pas de sang au sol, rien de spectaculaire. Juste une peau trop pâle et des pansements au pli du cou. Le dossier, lui, disait « Transfert effectué, stabilité maintenue ». CN7 en bas de page. Comme une signature. Le rapport du médecin légiste disait ceci. « Je ne peux pas conclure, parce que les paramètres sont incompatibles entre eux. Rigidité absente, température incohérente, sang conservé mais vivant. Un corps qui ne se dégrade pas, mais qui n'est pas vivant non plus. » Mais 2 dossiers médicaux présentent une impossibilité. On y découvre que les constantes vitales restent stables, sur des périodes qui excèdent toute physiologie connue, sans alimentation documentée, sans hydratation mesurable. L'hématocrite reste stable sur des mois. Les marqueurs attendus ne bougent pas, comme si le corps n'entrait plus jamais en déficit.
Et dans la logistique, des poches déplacées sans destination, du plasma en stock qui n'apparaît dans aucun protocole. Le sujet ne nécessite plus de prise en charge. À partir de quand maintenir une activité vitale n'est-il plus une question médicale? Plus troublante encore, certaines mises à jour précèdent les décisions. Des documents sont modifiés avant que les signatures ne soient apposées, comme si le résultat était déjà connu. À ce stade, la question change de nature. Que maintient-on exactement dans ces lieux? Des personnes qui ne peuvent plus partir? Ou quelque chose qui n'a plus besoin de partir? À ce moment-là, une question commence à apparaître dans les marges de l'enquête. Elle n'est jamais écrite noir sur blanc, mais elle est là. Le système fonctionne-t-il uniquement sur des cas exceptionnels ou s'adapte-t-il simplement à ceux qui finissent par correspondre? Aucun dossier ne précise les critères d'entrée. Aucun. En revanche, plusieurs documents évoquent des profils compatibles, sans jamais les définir, parce que ce ne sont pas des choses spectaculaires, ce sont des petites décisions prises à ta place. Un rendez-vous déplacé par le service, un courrier déjà préparé, une prise en charge de confort. Et toi, tu n'as plus qu'à signer. Fatigue prolongée, isolement progressif, acceptation administrative, des états, pas des personnes. C'est là que le dossier devient inconfortable, parce qu'il ne décrit plus quelque chose qui arrive, mais quelque chose qui pourrait déjà être en cours. La dernière chose que révèle ce dossier n'est pas une preuve, c'est une habitude. Dans plusieurs pays, les mêmes gestes se répètent. Les mêmes mots, les mêmes formulaires, les mêmes validations, les mêmes profils, les mêmes médecins et avocats, et là encore, un recruteur. Comme si le système n'avait plus besoin d'être dirigé. Il suffit que chacun fasse ce qu'il a toujours fait, et que personne ne pose certaines questions. Une phrase revient dans les témoignages les plus tardifs. On nous a dit que c'était déjà réglé. Personne ne sait qui l'a dit, ni quand. Le dossier est classé, mais les mises à jour continuent, comme si quelque chose devait rester comptabilisé. La dernière entrée ne concerne aucun cas précis, aucun commentaire, aucune explication. Seulement l'impression persistante que ce dossier n'a jamais eu besoin d'être ouvert, parce qu'il fonctionnait sans nous. Le dossier aurait pu être classé ici, et il l'a presque été. Ce qui a tout relancé, c'est la découverte de 2 indices. Le premier, un fichier audio est mentionné dans un rapport italien concernant une maison de retraite près de Bari. Il n'est pas joint, il est simplement référencé. Date, heure, durée, mais aucun contenu. Selon la description, il s'agit d'un contrôle de présence, une procédure banale, sauf pour un détail. La durée. 47 minutes. C'est le journal technique qui le dit, pas le rapport. Pour un contrôle qui dure normalement moins de 30 secondes. Une note marginale précise, aucune interaction verbale enregistrée. Une copie partielle a circulé, un fragment, 20 secondes. On y entend une porte, un pas, puis rien. Et au fond, comme un souffle qu'on n'assume pas, un bruit humide, régulier, comme quelqu'un qui boit sans parler. Le fichier n'a jamais été retrouvé, mais la durée est restée inscrite dans toutes les versions suivantes. Le deuxième, un lieu révélé, sans doute par erreur, par l'un des médecins, Valcuvia. Valcuvia n'est pas une ville, c'est une pente. Des routes étroites,
des pins noirs, des façades qui se ferment tôt. La nuit y arrive avant l'heure, et certaines fenêtres ne s'allument jamais. Un ancien établissement de soins, administrativement mort, mais dans les faits, il respire encore. L'accès principal est muré, les fenêtres condamnées. Pourtant, à l'arrière, une porte de service s'ouvre encore. À l'intérieur, l'air circule. La ventilation fonctionne. Des couloirs étroits, des chambres alignées, des lits. Aucun signe de départ précipité. Pas de traces de lutte, pas de panique. Seulement l'impression que les lieux ont été vidés, progressivement. Certains dispositifs médicaux sont encore branchés, mais personne n'est là pour les utiliser. Comme si ces chambres avaient cessé d'être nécessaires, sans jamais être inutiles. Une hypothèse figure dans une version intermédiaire du dossier. Elle ne sera jamais reprise. Survie non humaine assistée. La phrase est rayée, pas réfutée. Et dans la marge, un autre mot. Un mot qu'on n'écrit pas dans un rapport. Longévité. Puis la marge est grattée. Mais un détail me gêna. Dans le registre communal, un nom revenait comme contact. Un prêtre. Nous le trouvâmes. C'était un homme fatigué par le temps. Nous lui présentâmes des éléments du dossier. Il s'attarda sur la photocopie, il ne posa aucune question. Mais son regard se figea. Il sortit son chapelet et murmura une prière, puis referma le dossier. Puis il nous dit, en partant, sans se retourner, « N'allez pas là-bas. » C'est lors d'une vérification tardive dans cet établissement que quelque chose changea. Pas une preuve, une présence. Une silhouette, aperçue brièvement dans un couloir secondaire. D'abord, elle ne fuyait pas. Elle observait. Quand elle se déplaçait, c'était sans bruit, comme si elle connaissait déjà le chemin. Nous la prîmes en chasse, et nous comprîmes aussitôt notre erreur. Elle se déplaçait avec une aisance irréelle, tel un fantôme. Couloir technique, trappe de maintenance. La silhouette ne respirait pas au sens perceptible, aucun souffle, aucun rythme. Puis vinrent les conduits, vers le sous-sol. Nous l'avions suivie jusque dans une galerie souterraine, chose inhabituelle pour ce type d'établissement. À mesure que nous la poursuivions, les passages rétrécissaient, jusqu'à devenir impraticables pour un être humain. Et elle disparut. Aucune issue, aucune trace. Seulement la certitude que ces accès n'ont jamais été pensés pour nous. Le lendemain, le site était bouclé. Rubalise neuve, serrure changée, un panneau imprimé, risque d'effondrement, accès interdit. À travers une fenêtre condamnée, on ne distinguait plus les lits, plus les dispositifs, plus rien. Et le sous-sol, officiellement, il n'existait pas. La galerie souterraine, effondrée, avait été rendue inaccessible. On a fait ce que fait une police normale. Les fossés, les routes, les voisins. Personne n'a vu, personne n'a entendu. Mais 2 habitants déclarèrent exactement la même chose. Des voitures venaient parfois la nuit. À partir de là, l'enquête aurait pu s'arrêter. Tous les éléments nécessaires à un classement étaient réunis. Aucune infraction caractérisée, aucune violence, aucune disparition au sens légal. Et pourtant, quelque chose résistait. Ce dossier ne révèle pas un crime. Il ne révèle pas un complot classique. Il décrit un fonctionnement, un système où chacun intervient à son niveau. Le recruteur prépare, le médecin stabilise, l'avocat verrouille,
la famille accepte. Et l'absence prend une forme acceptable. Ce qui frappe, ce n'est pas la brutalité, c'est la douceur. Personne n'arrache, personne ne menace. On soulage. Les objections ne sont pas interdites. Elles arrivent simplement toujours trop tard. À force d'exister dans les formulaires, les registres, les mises à jour, ces personnes cessent d'avoir besoin d'être vues. À partir de quand maintenir quelqu'un en vie n'est-il plus un acte médical, mais devient autre chose? Faute d'éléments exploitables supplémentaires, le dossier fut classé, non résolu. Les investigations actives cessèrent, mais les mises à jour passives restèrent toutefois autorisées. Ce qui suit ne figure dans aucun rapport. Il s'agit d'un ajout technique généré automatiquement. 2 semaines après la clôture du dossier, une connexion interne fut enregistrée. Origine, Valcuvia, province de Varèse, Lombardie. La localisation correspond à un ancien sanatorium, officiellement fermé en 2009, désaffecté et vidé de ses archives. Pourtant, la mise à jour est datée 2 semaines après la clôture du dossier. Statut maintenu. Aucun commentaire n'accompagne la mention. Aucune explication. Comme si le système n'avait fait que constater quelque chose qu'il savait déjà. Un dernier détail apparaît dans les mises à jour passives. Sur une fiche de stock, un mot revient. Apport. Pas besoins vitaux, pas nutrition. Apport, suivi de l'eau, A12/A13/A14. Comme une chaîne logistique, pas un soin. Hypothèse. La société nocturne n'a pas été fondée. Elle a émergé quand la disparition de certains profils serait devenue un problème logistique. La phrase s'arrête là. Le reste a été gratté. Dernière anomalie. Sur la copie numérique du dossier, un fichier apparaît une seconde, puis disparaît. Un nom automatique. Cam-corridor-03-0214. On n'a pas la vidéo, juste une miniature. Une silhouette, au fond du couloir, face à l'objectif. Comme si elle regardait celui qui regarde. Le dossier fut classé. Pas ce qu'il révélait. Rien de tout cela n'avait été prévu. Ce dossier n'est pas terminé. Les mises à jour continuent. Qui tu veux y avoir accès, tu sais ce qu'il te reste à faire.